À l'aéroport, papa a dit, elle ne peut même pas se payer la classe économique. Ma demi-sœur a ri tandis qu'ils embarquaient en première classe. J'ai attendu en silence jusqu'à ce qu'un homme en uniforme dise, votre jet est prêt, madame. Toute la plateforme s'est figée. Je m'appelle Emma Carter. J'ai 29 ans. Le terminal bourdonnait de bruit. Vous connaissez ce son. C'est un mélange de valises à roulettes sur des sols lisses, d'annonces d'embarquement étouffées par les haut-parleurs et du murmure sourd de 100 conversations différentes. C'est le bruit de gens qui s'en vont quelque part. Mais pour moi, c'était le bruit d'être laissé de côté. Puis tout s'est arrêté. Un homme vêtu d'un uniforme sombre et impeccable s'est avancé dans l'espace devant moi. Il était grand, avec des épaules larges et un air d'autorité tranquille qui forçait l'attention. Le bruit ne s'est pas seulement calmé. C'était comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton muet de tout l'aéroport. Il m'a regardé directement. Pas mon père, pas ma belle-mère, et pas ma sœur Lily, qui était au milieu d'un rire fort et moqueur. Il a parlé, et sa voix était claire et posée, « Mademoiselle Emma Carter, votre jet est prêt, madame. » Toutes les têtes se sont tournées. L'homme avec le journal l'a abaissé lentement. La femme qui sirotait son café au lait s'est figée, la tasse à mi-chemin de ses lèvres. Le rire de Lily s'est éteint dans sa gorge, laissant sa bouche grande ouverte dans une moue silencieuse et laide. Le sourire parfaitement dessiné de ma belle-mère s'est figé sur son visage, tel un masque qui s'était fissuré. Et mon père, cet homme qui s'était toujours tenu si droit et inébranlable, a laissé sa tasse de café lui glisser des mains. Elle a percuté le sol poli dans un grand fracas, éclaboussant ses chaussures coûteuses de liquide sombre. Personne n'a bougé pour nettoyer. Ils me fixaient tous du regard et, pour la première fois depuis des années, je ne me suis pas senti rabaissé. Je n'ai pas regardé le sol en souhaitant que la terre m'engloutisse. Mon dos s'est redressé, mon menton s'est levé. J'ai senti l'air remplir mes poumons et je me suis tenu plus droite. Je m'appelle Emma Carter. J'ai 29 ans. Et ce moment de silence parfait au milieu d'un aéroport bondé, était la fin d'une histoire et le début d'une autre. C'était le moment où le monde a basculé sous les pieds de ma famille. Mais avant que je ne vous raconte comment tout a changé, aimez cette vidéo, abonnez-vous et laissez un commentaire pour me dire d'où vous me regardez. Maintenant, laissez-moi vous ramener en arrière. Pas des années, pas des mois, juste une heure. Laissez-moi vous montrer comment tout a commencé. L'air dans l'aéroport semblait lourd une heure auparavant, chargé d'une tension que j'étais la seule à remarquer. Pour tous les autres, nous ressemblions probablement à une famille normale, une famille aisée. Mon père, Richard Carter, avait l'air important dans son costume sur mesure. Ma belle-mère, Suzanne, était l'image même de l'élégance, ses cheveux blonds parfaitement coiffés, un collier de perles reposant sur sa clavicule. Et ma demi-sœur, Lily, âgée de 23 ans, était bien la fille de sa mère, confiante, belle et totalement indifférente à quiconque en dehors d'elle-même. Et puis il y avait moi, l'ombre, la réflexion après coup. Je marchais quelques pas derrière eux, les bretelles usées de mon sac à dos me sciant les épaules. Ce sac à dos était vieux et délavé. Le même que j'avais utilisé tout au long de mes études. Le même que j'avais apporté dans mon premier bureau au sein de l'entreprise de mon père. Le même que j'avais emporté pour la dernière fois il y a 2 ans. Il contenait tout ce dont j'avais besoin, un ordinateur portable, des vêtements de rechange et un carnet rempli d'idées qu'il ne comprendrait jamais. Ma famille avait des bagages de marque assortis, un ensemble de valises argentées et profilées qui roulaient silencieusement à leur côté. Ils se déplaçaient dans la foule comme s'ils possédaient les lieux, fendant la mer de voyageurs avec un air de supériorité. J'essayais simplement de ne pas gêner, mais je semblais toujours être sur leur chemin. Le moment où cet homme en uniforme a prononcé mon nom semblait éloigné de toute une vie. À cet instant, debout dans le silence, je me suis souvenu de chaque chose qui m'avait mené là. J'ai revu leurs visages non pas tels qu'ils étaient maintenant, choqués, confus, incrédules, mais tels qu'ils avaient été pendant des années. J'ai revu les regards méprisants de mon père, les sourires en coins glaciaux de Suzanne, les moqueries directes de Lily. Tout a défilé dans mon esprit. Pendant 2 ans, j'avais été invisible à leurs yeux. Il s'était construit un petit monde bien propre, un monde où je n'avais pas ma place, et cet arrangement leur convenait parfaitement. Ils m'avaient évincé de l'entreprise familiale, celle dans laquelle j'avais mis tout mon cœur et toute mon âme. Ils m'avaient chassé de leur vie. Ils pensaient m'avoir laissé sans rien.
Ils supposaient que j'étais brisé. Ils s'imaginaient que je luttais pour m'en sortir. Leurs invitations occasionnelles à des événements familiaux comme celui-ci n'étaient pas des gestes de gentillesse. C'étaient des occasions de me rappeler ma place, de me montrer tout ce que j'avais perdu et tout ce qu'ils avaient gagné. C'était un jeu de pouvoir cruel et silencieux. Et pendant 2 ans, je les avais laissés jouer. J'avais travaillé. J'avais construit. J'avais lutté chaque jour dans un monde dont ils ne savaient rien. Je travaillais quand ils dormaient. Je planifiais quand ils faisaient la fête. Je faisais des sacrifices quand ils se faisaient plaisir. J'ai posé de nouvelles fondations pour ma vie, brique par brique, en silence, loin de leurs yeux critiques. Et pas une seule fois ils ne m'ont posé de questions. Pas une seule fois ils n'ont appelé pour savoir si j'allais bien. Ils ne se sont jamais demandé ce que je faisais après avoir quitté le bureau avec mon unique petit carton d'effets personnels. Mon absence était un soulagement pour eux. Elle rendait leur portrait de famille parfait. Alors, quand cet officier a prononcé mon nom, Mademoiselle Emma Carter, c'était bien plus qu'un simple appel. C'était un règlement de compte. C'était le son de mon silence qui se brisait enfin. Les années passées à être sous-estimées, ignorées et humiliées ont culminé en cet unique instant de reconnaissance publique. La tasse de café échappée de mon père était le son de son monde qui se fissurait. Le rire figé de Lily était l'image de sa supériorité qui volait en éclats. Le sourire crispé de Suzanne était le masque de sa victoire qui tombait. Et moi, je me tenais simplement là, à respirer. Pour la première fois, respirer semblait facile. Le poids sur ma poitrine, celui que je portais depuis 2 longues années, s'est enfin envolé. Je n'étais plus la fille qu'ils avaient rejetée. Je n'étais plus la victime de leur histoire. Dans leurs yeux, je voyais la question qu'ils avaient tous peur de poser, « Qui es-tu » Ils allaient bientôt le découvrir. Et tout avait commencé 1 heure plus tôt, avec une simple carte d'embarquement et un monde de mépris. 1 heure avant que le monde ne s'arrête, tout allait trop vite. La voix de mon père a traversé le bruit de la zone d'enregistrement, tranchante et impatiente, « Dépêche-toi, Emma. Tu fais encore attendre tout le monde. » Il ne m'a pas regardé en le disant. Il était concentré sur le comptoir de la première classe, tapotant sa montre de luxe. Je me tenais dans la file de la classe économique, à une bonne vingtaine de pieds d'eux. Je ne faisais attendre personne, mais dans ma famille, si quelque chose n'allait pas, la faute m'en incombait toujours. C'était la solution de facilité. Nous nous rendions à New York. Ce voyage était pour ce que Suzanne appelait une célébration familiale. C'était un gala de remise de prix dont elle était coprésidente. Pour elle, c'était une occasion d'être vue, photographiée, d'être importante. Pour mon père, c'était une obligation professionnelle déguisée en événement familial. Pour Lily, c'était une fête. Pour moi, c'était une convocation. J'étais le cas social de la famille, la fille étrange et silencieuse qu'ils devaient inviter pour sauver les apparences. Mon invitation était venue après coup. Un message texte de l'assistante de mon père reçu 1 semaine auparavant, « Monsieur Carter demande votre présence à New York pour le gala. Votre billet est réservé. Classe éco, voire pièce jointe. » Pas un appel de mon père. Pas même un message direct. Juste un mot d'une femme que je n'avais jamais rencontrée. C'était ainsi que ma famille communiquait avec moi. À présent, à l'aéroport, the différence entre eux et moi était physique. Elle se voyait dans les vêtements que nous portions, les bagages que nous transportions et les files d'attente dans lesquelles nous nous trouvions. Ils étaient dans la file prioritaire, pris en charge par un agent souriant qui appelait mon père « Monsieur ». J'étais dans la longue file sinueuse avec tous les autres, mon sac à dos usé semblant plus lourd à chaque minute. Lily s'est assurée que tout le monde remarque la différence. Elle s'est avancée depuis sa file, tenant sa carte d'embarquement de première classe délicatement entre 2 doigts comme s'il s'agissait d'un ticket de loterie gagnant. Elle l'a agité devant mon visage. « Regarde, Emma, première classe. Ça veut dire qu'on a du champagne avant même que l'avion ne décolle. » Elle a souri d'un sourire éclatant et cruel. « Peut-être que tu n'as encore jamais pris l'avion, n'est-ce pas ?» Le mensonge était si flagrant, si délibérément conçu pour blesser que j'ai failli rire. J'avais pris l'avion des dizaines de fois pour l'entreprise familiale. C'était moi qui prenais les vols de nuit pour conclure des contrats pendant que Lily était encore à l'université, dépensant l'argent de papa pour s'acheter des vêtements de marque. Elle savait que j'avais déjà pris l'avion.
Mais ce n'était pas la question. Le but était de me faire sentir insignifiante. Avant que je ne puisse répondre, Suzanne s'est approchée avec fluidité, posant une main douce sur le bras de Lily. Ses perles brillaient sous les lumières de l'aéroport. Elle m'a jeté un regard de pitié, le genre de regard qu'on réserve à un chien errant. « Ma chérie, ne la taquine pas », a-t-elle dit d'une voix dégoulinante d'une fausse douceur. Elle fait de son mieux. Elles ont ri ensemble. Pas un rire bruyant, mais un petit gloussement complice qui était d'une certaine façon bien pire. C'était le rire de personnes qui partageaient une plaisanterie privée. Et la plaisanterie, c'était moi. C'était un rire qui disait « Regarde-la. Elle n'est pas à sa place. » Je suis restée silencieuse. J'avais appris il y a longtemps que répondre ne faisait que leur donner des armes. Tout ce que je dirais serait déformé, utilisé contre moi, transformé en une autre histoire qu'ils raconteraient à leurs amis sur la façon dont Emma était difficile et susceptible. Alors, j'ai simplement serré les bretelles de mon sac à dos et j'ai regardé devant moi vers le comptoir d'enregistrement. Ce sac à dos était un rappel constant. Après que mon père eut épousé Suzanne, les choses ont changé lentement au début, puis tout d'un coup. Suzanne a commencé à venir au bureau. Elle avait des avis sur le marketing. Elle trouvait le logo de l'entreprise dépassé. Elle a fait venir Lily comme stagiaire un été, et Lily passait ses journées à faire des achats en ligne et à prendre de longs déjeuners. J'étais vice-présidente des opérations. J'avais gravi les échelons par moi-même. Ma mère biologique, décédée quand j'avais 16 ans, avait cofondé l'entreprise avec mon père. C'était censé être mon héritage. J'avais passé la vingtaine à travailler sans relâche, aidant à tripler les bénéfices de l'entreprise. Je connaissais chaque employé par son nom. Je connaissais les besoins de chaque client. Puis, un jour, mon père m'a convoqué dans son bureau. Suzanne était là, assise sur la chaise à côté de son bureau, sa main dans la sienne. Lily était là aussi, l'air suffisant. Emma, avait commencé mon père, incapable de croiser mon regard, fixant un point sur le mur juste au-dessus de mon épaule. Nous faisons des changements. Une restructuration. Une restructuration. C'est ainsi qu'il l'avait appelé. Il m'a dit qu'il créait un nouveau poste de PDG pour Suzanne. Et a dit que Lily prendrait la direction d'un nouveau département de développement créatif. Mon rôle, celui auquel j'avais consacré ma vie, était supprimé. Il n'y a tout simplement plus de place pour toi, ma chérie, avait dit Suzanne, d'une voix douce empreinte d'une fausse sympathie. Mais nous t'avons préparé un généreux plan de départ. Je n'ai pas accepté le plan de départ. J'ai simplement rangé mes affaires dans un petit carton, mis ce sac à dos et je suis parti. Je ne me suis jamais retourné. C'était il y a 2 ans. 2 ans de silence. 2 ans durant lesquels ils ont supposé que j'échouais. À présent, debout dans l'aéroport, ce silence semblait assourdissant. Les railleries de Lily, la pitié de Suzanne, l'impatience de mon père. Tout cela faisait partie de la même histoire. L'histoire où j'étais la déception de la famille. Franchement, papa, dit Lily en se tournant vers lui, sa voix assez forte pour que les gens autour de moi l'entendent, je ne sais même pas pourquoi nous nous sommes donné cette peine. Elle va juste être misérable tout le long du trajet. Mon père a juste grogné en signe d'assentiment, récupérant enfin sa carte d'embarquement auprès de l'agent. Il ne m'a pas défendu. Il ne le faisait jamais. Sa loyauté appartenait désormais à sa nouvelle famille. J'étais une relique de son ancienne vie. Un spectre au milieu du festin. Je suis enfin arrivé en tête de ma file. L'agent, fatigué, m'a à peine regardé. Pièce d'identité et confirmation, a-t-elle demandé d'une voix monocorde. Je les lui ai remises. Pendant qu'elle imprimait ma carte d'embarquement, un papier bon marché et fragile, j'ai jeté un coup d'œil vers ma famille. Ils étaient rassemblés près de la fenêtre, regardant les avions sur le tarmac. Ils riaient à nouveau. Pendant un instant, une vive pointe de solitude m'a frappé. C'était un sentiment familier, une douleur sourde dans ma poitrine. La sensation d'être de l'autre côté d'une vitre, à observer une vie qui était censée être la mienne. J'ai pris ma carte d'embarquement et je me suis dirigé vers eux. Je n'avais aucun bagage à enregistrer. Tout ce que je possédais tenait dans le sac à dos sur mes épaules. En m'approchant, j'ai entendu Lily dire, « Je parie qu'elle est sur un siège du milieu, tout au fond, juste à côté des toilettes. »
Mon père a ricané, ça lui formera le caractère. La cruauté désinvolte de cette remarque avait encore le pouvoir de me blesser. Il ne se contentait pas de m'ignorer. Il prenait un plaisir actif à mon inconfort. Tout ce voyage, toute cette mise en scène était pour eux, pas pour moi. J'étais un accessoire dans la grande pièce de théâtre de leur vie parfaite. Je me savais attendu à quelques pas d'eux, en attendant. Je savais ce qui allait suivre. Le petit sermon, le dernier rappel de ma place. Mon père s'est retourné, le visage grave, le regard froid. Il me considérait comme un problème à gérer, un embarras à contenir, et c'était une trahison qui blessait plus profondément que n'importe quel emploi perdu ou plaisanterie cruelle. C'était la trahison d'un père qui ne voyait plus sa fille, mais seulement un fardeau. Alors que nous marchions des comptoirs d'enregistrement vers le point de contrôle de sécurité, l'espace semblait à la fois vaste et étouffant. Les hauts plafonds du terminal résonnaient d'annonces, mais l'espace entre moi et ma famille était rempli d'un silence lourd et épais. Il marchait devant, formant un front uni de 3 personnes, tandis que je traînais derrière comme un bagage oublié. Lily, cependant, n'en avait pas fini avec moi. Elle semblait se nourrir de l'attention des inconnus, et aujourd'hui, j'étais sa cible. Elle a ralenti le pas pour marcher à mes côtés, passant son bras sous celui de mon père. Alors, Emma, commença-t-elle, d'une voix forte et théâtrale, faite pour être entendue de tous. Tu as préparé ton petit sachet de cacahuètes pour le vol ? J'ai entendu dire qu'il te donne parfois la boîte entière en classe économique si tu as de la chance. Quelques personnes devant nous ont tourné la tête. Je sentais leur regard curieux. Mes joues ont commencé à brûler, une honte chaude et rampante que je me s'efforçais de ne pas laisser paraître sur mon visage. J'ai gardé les yeux fixés devant moi, me concentrant sur le grand panneau d'affichage numérique des départs au loin. Mon père a ri. C'était un rire franc et sonore qui donnait à Lily la permission de continuer. Il lui a tapoté l'épaule. C'est ma fille, a-t-il dit, de la fierté dans la voix. De la fierté pour sa cruauté. Oh, et n'oublie pas de nous faire un signe depuis la classe économique, lança Lily, la voix vibrante de joie. Ah, attends. Si tu as seulement pu te payer un billet, elle a regardé papa pour obtenir son approbation. Nous avons bien payé pour celui-ci, n'est-ce pas? Je m'y perds avec toutes nos œuvres de charité. Les mots m'ont frappé comme des pierres. Les gens me fixaient ouvertement à présent. Une mère a rapproché son enfant d'elle. Un homme d'affaires a haussé les sourcils au-dessus de son téléphone. Il ne connaissait pas l'histoire, mais il voyait la scène, une famille bien habillée et une fille pauvrement vêtue. Il voyait une brute et une victime, et mon propre père se tenait aux côtés de la brute. Je suis resté calme. Mon visage est resté de marbre. À l'intérieur, mon estomac était un nœud serré de vieilles blessures et d'une colère neuve. Je m'étais promis de ne pas les laisser me voir craquer. Pas ici. Plus jamais. Cette promesse avait été faite 2 ans plus tôt, le pire jour de ma vie. Le souvenir était si net. J'avais l'impression que cela se passait à l'instant même, superposé au sol brillant du terminal de l'aéroport. J'étais dans mon bureau, celui avec la grande fenêtre qui donnait sur la ville. J'avais mérité ce bureau. J'y avais passé des week-ends, des jours fériés. J'avais construit des modèles financiers sur ce bureau, répondu à des appels de clients internationaux à 3 heures du matin sur cette chaise. L'entreprise, Carter Logistique, n'était pas seulement la société de mon père. J'avais le sentiment qu'elle était aussi la mienne. Ma propre mère l'avait nommée. Son esprit imprégnait les murs. Mon père m'avait convoqué dans la grande salle de conférence. Quand je suis entré, Suzanne et Lily y étaient déjà installées, assises à la longue table en acajou comme si elles leur appartenaient ou ce que j'allais d'ailleurs bientôt découvrir. En réalité, c'était pratiquement le cas. Emma, avait dit mon père en se raclant la gorge. Il ne parvenait pas à me regarder en face. Il fixait un poing sur le mur juste au-dessus de mon épaule. Suzanne a d'excellentes idées nouvelles pour la direction de l'entreprise. Nous allons nous diversifier. Suzanne avait souri, d'un sourire mince et triomphant. Nous nous lançons dans le branding de style de vie, ma chérie. La logistique, c'est tellement industriel. Lily dirigera notre nouvelle division créative. Lily, qui avait 21 ans à l'époque et n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie, rayonnait. Je vais être l'influenceuse de la marque, avait-elle dit fièrement. C'était comme une blague, un cauchemar.
J'avais présenté un plan de croissance sur 5 ans à mon père une semaine auparavant, détaillant comment nous pourrions étendre nos routes maritimes et acquérir un concurrent plus petit. Il l'avait encensé. Il l'avait qualifié de brillant. Maintenant, et parlait de branding de style de vie. Et qu'en est-il de mon rôle, avais-je demandé, la voix ferme, bien que mon cœur martèle ma poitrine. Eh bien, avait dit mon père, me regardant enfin, les yeux remplis d'un sentiment que je ne savais définir. De la pitié, ou peut-être de la culpabilité. Ton poste? Il est redondant maintenant. Redondant. À 27 ans, après avoir consacré toute ma vie d'adulte à sa société, j'étais redondante. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai simplement hoché la tête lentement. Je me suis levé, je suis retourné dans mon bureau et j'ai commencé à emballer mes affaires. Suzanne m'a suivi. Elle s'est appuyée contre le cadre de la porte, me regardant enlever mes photos du bureau. Ne le prends pas personnellement, Emma, avait-elle dit en examinant sa manucure. C'est juste les affaires. Ton père a besoin d'un vrai partenaire maintenant. Quelqu'un qui a une vision, pas juste un exécutant. L'insulte était claire. J'étais juste une exécutante, pas de la famille, pas une partenaire. J'ai pris mon sac à dos usé, celui-là même que je portais maintenant dans l'aéroport, et je suis parti. Personne ne m'a dit au revoir. J'ai entendu leur rire éclater dans la salle de conférence avant même que les portes de l'ascenseur ne se referment. Ce jour-là, en sortant dans la rue animée avec mon petit carton dans les bras, je me décidais à me faire une promesse. Je reconstruirais. Je créerais quelque chose qui m'appartiendrait entièrement. Quelque chose qu'ils ne pourraient pas toucher, qu'ils ne pourraient pas me prendre, qu'ils ne pourraient même pas comprendre. Je le ferais discrètement. Je le ferais sans eux. Et pendant 2 ans, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai pris les compétences que j'avais perfectionnées chez Carter Logistique, la compréhension des chaînes d'approvisionnement, des tendances du marché et des acquisitions, et je les ai appliquées à un domaine différent. J'ai commencé modestement, en faisant du conseil pour des startups technologiques. Je vivais dans un minuscule appartement et je dînais de nouilles instantanées. J'ai réinvesti chaque dollar gagné dans ma propre entreprise, une nouvelle société de logistique axée sur le secteur de la technologie, un domaine que mon père avait toujours qualifié de mode passagère. Il n'en avait aucune idée. Il n'en avait aucune idée. Il voyait mon appartement bon marché et ma vieille voiture comme des signes d'échec. Il ne voyait pas les nuits tardives, les contrats que je remportais, l'empire que j'érigeais dans l'ombre de leur monde. Le tumulte de l'aéroport me ramena au présent. Lily parlait toujours, sa voix résonnant comme un bourdonnement agaçant à mon oreille. Et l'hôtel à New York est un 5 étoiles. J'espère que tu as emporté quelque chose de convenable à te mettre, Emma. Tu ne peux pas te présenter au gala habillé comme ça. Elle désigna vaguement mon t-shirt noir tout simple et mon jean. J'ai fini par m'arrêter d'avancer. Je me suis tourné et je l'ai regardé droit dans les yeux. Pour la première fois, j'ai pris la parole. Ma voix était calme, mais elle a coupé court à son bavardage. Ça ira très bien, Lily. Elle parut surprise que j'ai répondu. Elle chercha une nouvelle insulte, un nouveau moyen de me piquer au vif, mais j'ai simplement soutenu son regard. La brûlure sur mes joues s'était dissipée. Le nœud dans mon estomac s'était relâché. Le souvenir de ce jour affreux ne ressemblait plus à une blessure. Il ressemblait à une fondation. C'était le sol solide sur lequel je me tenais. Il pensait m'humilier. Mais l'humiliation ne fonctionne que si l'on éprouve de la honte. Et je n'avais pas honte. J'étais fier de ce vieux sac à dos. J'étais fier de mes vêtements simples. Ils étaient l'uniforme d'un soldat qui avait traversé une guerre et qui était toujours debout. Une guerre qu'il ne savait même pas que j'avais menée. Nous sommes enfin arrivés à la porte d'embarquement, la porte 17. La zone d'embarquement était divisée, tout comme notre famille. D'un côté, il y avait une section calme, délimitée par des cordons, avec des fauteuils en cuir moelleux et des stations de recharge privées. C'était la première classe. C'est là que mon père, Suzanne et Lily se sont installés, confiant leur manteau à un hôte qui les a accueillis avec un sourire chaleureux et professionnel. De l'autre côté se trouvait la zone d'embarquement général. C'était une mer de sièges en plastique dur, bondée de familles, d'étudiants et de voyageurs fatigués. C'était bruyant et chaotique. C'était ma section. J'ai trouvé un siège vide contre un mur éloigné, à l'écart de tout le monde,
et je me suis assise. De là où j'étais, j'avais une vue dégagée sur eux. Ils semblaient vivre dans un autre monde. Un serveur est venu leur proposer des boissons. Suzanne a pris un verre de vin blanc. Papa a bu un expresso. Lily était sur son téléphone, probablement en train de publier une photo de son expérience dans le salon de première classe avec un hashtag du genre béni ou objectif voyage. Ils n'ont pas jeté un seul regard de mon côté. C'était comme si un mur de verre nous séparait et qu'ils n'avaient aucun intérêt à regarder à travers. J'étais simplement un problème résolu. J'étais à ma place désignée, loin d'eux, là où je ne pouvais pas les déranger ni ternir leur image parfaite. La distance physique qui nous séparait était une métaphore parfaite de la distance émotionnelle. Ils étaient là-bas, dans la lumière. J'étais ici, dans l'ombre. J'ai sorti mon ordinateur de mon sac à dos. La coque était rayée et les coins usés, mais à l'intérieur, c'était une machine puissante. Elle contenait les clés de ma nouvelle vie. Je me suis connecté au réseau Wi-Fi public de l'aéroport et j'ai commencé à consulter mes emails. Il y avait un message de mon directeur financier concernant les prévisions trimestrielles, meilleures que prévues. Il y avait une note de mon équipe juridique confirmant les derniers détails d'une nouvelle acquisition. Il y avait un email des organisateurs du gala de New York, celui auquel nous allions tous assister, avec mon discours d'ouverture en pièces jointes. Ils n'avaient aucune idée que j'étais la conférencière principale. Ils n'avaient aucune idée que mon entreprise était le principal sponsor de l'événement. J'étais tellement absorbé par mon travail que je n'ai pas remarqué mon père s'approcher avant que son ombre ne se projette sur mon écran. J'ai levé les yeux. Il tenait un billet de $100 tout neuf. « Tiens, dit-il en me le tendant. Va t'acheter quelque chose à manger. Tu as l'air maigre. » Ce n'était pas un acte de gentillesse. C'était un acte de contrôle. C'était sa façon de me rappeler qu'il était le protecteur, celui qui avait l'argent, et que j'étais celle qui était dans le besoin. Il voulait me voir comme la fille en difficulté qu'il devait secourir avec de l'argent de poche. J'ai regardé le billet, puis son visage. Je ne l'ai pas pris. « Ça va, papa, merci, dis-je doucement. » Il a insisté en approchant le billet. « Prends-le, Emma. Ne sois pas difficile. J'en ai pas besoin. » Ses mâchoires se sont contractées. Il détestait qu'on lui résiste. Cela remettait en question l'image qu'il s'était forgée dans la tête. « Emma, fais-nous une faveur, dit-il, sa voix devenant basse et sérieuse. Quand nous serons à New York, essaie d'être à la hauteur. Ne fais pas honte au nom de la famille. » Les mots sont restés suspendus dans l'air entre nous. Ne pas faire honte au nom de la famille. Ce nom qu'il m'avait retiré, ce nom que j'étais en train de transformer en quelque chose de bien plus grand qu'il ne pourrait jamais l'imaginer. Tout cela par moi-même. J'ai croisé son regard. Pendant une seconde, j'ai pensé à tout lui révéler. J'ai pensé à lui montrer l'email sur mon écran, celui qui confirmait le parrainage de plusieurs millions de dollars par mon entreprise de l'événement même auquel il assistait. J'ai pensé à lui dire que je ne me contentais pas de faire de la figuration, mais que c'était moi qui dirigeais la pièce, mais je ne l'ai pas fait. Ce n'était pas le bon moment. La scène n'était pas assez grande. À la place, j'ai dit autre chose, une phrase tranquille et étrange qu'il ne comprendrait que plus tard. Les gens parlent toujours, papa. C'est ce qu'ils disent plus tard qui compte. Il m'a dévisagé, une lueur de confusion dans les yeux. Il n'a pas compris. Il n'a vu là que de la défiance. Il a laissé échapper un ricanement méprisant. Peu importe ce que ça veut dire, marmonna-t-il, en remettant le billet de $100 dans sa poche. Il s'est détourné et est parti sans un mot de plus. De retour dans le confort et la sécurité de son monde de première classe. Je l'ai regardé s'éloigner. L'isolement était complet. Il ne m'avait pas demandé comment j'allais. Il ne s'était pas enquis de ma vie. Il était simplement venu me donner un ordre et un peu d'argent, comme si j'étais une adolescente difficile plutôt qu'une femme de 29 ans. Quelques minutes plus tard, l'annonce de l'embarquement a commencé. Nous sommes heureux d'inviter nos passagers de première classe à embarquer à la porte 17. J'ai regardé Suzanne, Lily et mon père se lever. Ils ont rassemblé leurs affaires, souriant et riant en remettant leurs cartes d'embarquement à l'agent. Ils se sont engagés dans la passerelle, leurs bagages de luxe roulant silencieusement derrière eux. Ils n'ont pas regardé en arrière, pas une seule fois. Tout simplement, ils m'ont laissé derrière eux.
Je suis resté assise là pendant un long moment, à regarder la zone d'embarquement vide où il s'était tenu. Les autres passagers ont commencé à s'aligner, répartis selon leur groupe d'embarquement. J'étais dans le groupe d'embarquement 5, le dernier à embarquer. Le sentiment d'être abandonné était froid et familier. C'était le même sentiment que j'avais éprouvé lorsque mon père m'avait dit que mon poste était supprimé. C'était le même sentiment que j'avais ressenti lors de son mariage avec Suzanne. C'était la sensation d'être totalement, complètement seul. NHNG quelque chose était différent cette fois. La solitude ne m'écrasait pas. Sous la douleur, il y avait un autre courant. Quelque chose de fort et de régulier. C'était de la puissance. C'était de la patience. Il pensait être sur un autre niveau que moi. Il l'était, mais il se trompait sur toute la ligne. Ils se dirigeaient vers leur siège confortable, sirotant du champagne, complètement inconscients. Ils pensaient voler bien au-dessus de moi. J'ai regardé par l'immense baille vitrée du terminal l'avion dans lequel ils venaient d'embarquer. C'était un avion de ligne standard, peint aux couleurs d'une grande compagnie aérienne. Une compagnie dans laquelle, depuis 3 mois, ma société de logistique technologique détenait une participation majoritaire. Ils volaient à bord de mon avion. Ils ne le savaient simplement pas, et je n'allais pas du tout monter dans cet avion. J'ai fermé mon ordinateur portable, un léger sourire serein se dessinant sur mes lèvres pour la première fois de la journée. Leur vol était sur le point de décoller, mais le mien ne faisait que se préparer. Alors que les derniers passagers de la classe économique s'engouffraient dans la passerelle, les rires de ma famille semblaient résonner dans la zone d'embarquement désormais vide. C'était un bruit fantôme, un rappel de l'humiliation qui était si fraîche quelques instants auparavant. Je me tenais là, seul dans le calme qui avait suivi leur départ. C'était toujours le moment le plus difficile. L'instant qui suivait la confrontation, les insultes, quand je me retrouvais seul face à ma propre blessure. Pendant des années, de tels moments m'auraient plongé dans une spirale de doute. J'aurais remis en question ma valeur. J'aurais rejoué leurs mots dans ma tête, les laissant me blesser encore et encore. Je me serais senti petite, impuissante et brisée. Mais aujourd'hui était un jour différent. Alors que je me tenais là à regarder leur avion s'éloigner de la porte, je ne me sentais pas brisé. La douleur était là, une douleur sourde dans ma poitrine, le bleu familier de leur négligence. Mais ce n'était pas la seule chose que je ressentais. Sous la douleur, une puissance tranquille montait, comme une marée montante. C'était la puissance d'un secret. Ce qu'ils ignoraient aurait pu remplir une bibliothèque. Ils ne savaient rien des 2 années que j'avais passées à me frayer un chemin à partir de rien. Ils m'imaginaient dans un emploi sans issue, vivant dans un minuscule appartement, joignant à peine les 2 bouts. Ce scénario leur convenait. Ils confirmaient leur décision de m'écarter. Ils les faisaient se sentir puissants et légitimes. La réalité était une chose qu'ils ne pouvaient pas concevoir. Après avoir quitté Carter Logistique, je ne me suis pas contenté de trouver un nouvel emploi. J'ai créé un nouveau secteur d'activité. J'ai pris mes connaissances en matière de transport maritime mondial et je les ai appliquées au seul domaine que mon père avait toujours ignoré, l'infrastructure technologique. Pendant qu'il s'occupait d'expédier des meubles et des pièces de machines, je construisais un système pour déplacer la marchandise la plus précieuse du monde moderne, les données. J'ai fondé une entreprise, Carter Systems, en choisissant délibérément un nom si proche du sien qu'il prêterait un jour à confusion. J'ai travaillé sans relâche. Il y a eu des nuits où j'ai dormi sur un canapé dans mon minuscule bureau, en utilisant des manuels de programmation comme oreiller. Il y a eu des semaines où j'ai vécu de café et du refus obstiné d'échouer. Je me souvenais des mots de Suzanne, c'est juste les affaires. Et j'en ai fait mon mantra. Je suis devenu impitoyable, efficace et stratégique. J'ai pris toute la douleur et la solitude pour les canaliser dans le travail. C'était la seule chose qui ne me faisait pas de mal. C'était la seule chose que je pouvais contrôler. Mon premier grand succès fut un contrat avec une jeune entreprise d'informatique en nuage. Ils avaient besoin d'un partenaire logistique qui comprenne la rapidité et la sécurité. J'ai conçu une solution sur mesure pour eux. Après cela, d'autres géants de la technologie ont commencé à s'intéresser à nous. Ma petite entreprise a grandi. J'ai embauché mon premier employé, puis 10, puis 100. Nous sommes devenus la colonne vertébrale silencieuse du boom technologique, le réseau invisible qui rendait tout le reste possible. Et j'ai gagné de l'argent,
plus d'argent que mon père n'en avait jamais gagné avec son entreprise industrielle. Mais je n'ai pas changé de mode de vie. Je conduisais toujours ma vieille voiture. Je vivais toujours dans un appartement modeste. Je portais toujours des vêtements simples et je transportais mon sac à dos usé. L'argent n'était pas le but. C'était le pouvoir tranquille de construire quelque chose qu'il ne pouvait pas toucher. Ma plus grande décision remonte à 6 mois. J'ai vu une opportunité. L'une des principales compagnies aériennes du pays était en difficulté. Leurs actions étaient sous-évaluées et leur logistique était un désastre. Je m'y connaissais en logistique. En utilisant une série de sociétés écrans et de sociétés d'investissement, mon entreprise a commencé à acquérir discrètement leurs actions. Il y a 3 mois, nous avons obtenu une participation majoritaire. Nous n'étions pas de simples actionnaires. Nous étions les nouveaux propriétaires opérant dans l'ombre pendant que nous planifions une restructuration complète. La compagnie aérienne dans laquelle ma famille embarquait à l'instant, c'était nous. Ils ne m'ont jamais posé de questions. C'était la partie qui faisait le plus mal, plus encore que les insultes. En 2 ans, mon père ne m'avait jamais appelé une seule fois pour me demander « Emma, qu'est-ce que tu fais maintenant? Comment construis-tu ta vie ?» Suzanne et Lily, quant à elles, ne s'en souciaient absolument pas. Mon succès, ma lutte, mon existence même en dehors de leur orbite était un vide complet pour eux. Ils m'avaient mise à la porte, puis ils avaient fermé la porte et n'avaient jamais regardé par la fenêtre pour voir où j'étais allé. Et maintenant, ils allaient la prendre. Non pas parce que j'allais le crier sur les toits. Non pas parce que j'allais leur jeter mon succès à la figure. Ils allaient la prendre parce que nos chemins, qu'ils avaient tant essayé de séparer, étaient sur le point de se croiser d'une manière qu'ils n'auraient jamais pu anticiper. Leur avion roulait maintenant vers la piste. Je les regardais partir. Un tube d'argent transportant les 3 personnes qui pensaient m'avoir laissé sur le carreau. J'éprouvais un étrange sentiment de détachement, comme si je regardais un film dont je connaissais déjà la fin. Le point de rupture n'avait pas été un moment de larmes ou de colère. C'était un moment d'absolue clarté. La douleur de leur rejet était réelle, mais elle ne me définissait plus. C'était juste une partie de mon histoire. Le chapitre qui expliquait comment j'avais trouvé ma force. Ils avaient voulu me briser. Au lieu de cela, ils m'avaient forgé en quelqu'un qu'ils ne reconnaîtraient pas. Je me suis détourné de la fenêtre. Mon téléphone a vibré dans ma poche. C'était un SMS de mon pilote personnel, un homme nommé Capitaine Reynolds. Les vérifications d'avant-vol sont terminées, Mademoiselle Carter. Nous sommes prêts à vous recevoir au terminal privé quand vous le souhaiterez. J'ai répondu par un simple message, en route. J'ai passé mon sac à dos sur mon épaule. Son poids me semblait différent à présent. Il ne me pesait plus comme un fardeau. Il agissait comme une encre. C'était un rappel de qui j'étais et du chemin parcouru. J'ai commencé à m'éloigner de la porte 17, mais pas assuré et régulier sur le sol poli. Je ne me dirigeais pas vers une autre porte. Je prenais une autre sortie. Une sortie qui menait vers un monde dont ma famille ignorait l'existence. Un monde que j'avais bâti. Ils pensaient que l'histoire était terminée. Ils pensaient avoir gagné. Mais ils ne se rendaient pas compte qu'ils n'étaient plus que des personnages secondaires dans mon histoire à présent. Et le chapitre le plus important était sur le point de commencer. L'humiliation était passée. Seule restait la puissance tranquille. J'ai commencé à m'éloigner de la porte 17, prévoyant de trouver un coin tranquille dans le terminal pour attendre. Mon vol n'était pas avant 1 heure et j'avais besoin d'un moment pour laisser retomber l'adrénaline. Les agents de la porte commençaient déjà à ranger, retirant les cordons de sécurité et rassemblant les déchets. Le dernier appel pour leur vol s'était éteint et le calme revenait dans la zone. Quelques voyageurs isolés rassemblaient encore leurs affaires, mais la foule principale s'était dispersée. J'avais à peine fait quelques pas qu'une présence devant moi m'a forcé à m'arrêter. Ce n'était pas simplement quelqu'un qui passait par là. C'était un arrêt délibéré, net. J'ai levé aux yeux. Un homme de grande taille, vêtu d'un uniforme bleu marine impeccable, se tenait directement sur mon chemin. Son uniforme était irréprochable, avec des boutons dorés brillants et des plis bien marqués. Il portait une casquette de pilote et son expression était professionnelle et indéchiffrable. On aurait dit qu'il sortait tout droit d'un film. Sa présence était si imposante qu'elle créait une bulle de silence autour de nous.
Les quelques personnes à proximité ont instinctivement interrompu leur conversation pour regarder. Il a croisé mon regard directement. Sans aucune hésitation. « Mademoiselle Carter » demanda-t-il. Sa voix n'était pas forte, mais elle était claire et portait une autorité indéniable. Pendant un battement de cœur, j'ai cru qu'il se trompait de personne. Des années passées à être ignoré m'avaient conditionné à supposer que j'étais invisible. Mon premier réflexe a été de regarder derrière moi pour voir à qui il s'adressait réellement, mais il me fixait bien du regard. « Je suis Emma Carter », dis-je, ma voix sortant plus assurée que je ne m'y attendais. Il fit un léger salut formel de la tête. « Toutes mes excuses pour le retard. Votre jet privé est prêt. Nous commencerons la préparation du vol dès que vous le souhaiterez. » Les mots semblaient flotter dans l'air, scintillants et irréels. « Votre jet privé. » L'agent de la porte qui ramassait les déchets s'est arrêté, sa main figée en plein vol. Un agent d'entretien poussant un large balai a interrompu son travail. Le petit groupe de passagers qui attendait le vol suivant s'est retourné pour me fixer. C'est à ce moment précis que ma famille est réapparue. La passerelle était toujours connectée à l'avion et une hôtesse de l'air était sortie pour parler à l'agent de la porte. Mon père, Suzanne et Lily avaient dû être retenus un instant car ils ressortaient du tunnel, le visage marqué par l'agacement. Ils disent qu'il y a une légère vérification technique, se plaignait mon père à haute voix. Quelle incompétence, gémissait Lily. Mon champagne va se réchauffer. Ils ont émergé de la passerelle dans le terminal au moment même où un murmure de surprise parcourait la petite foule rassemblée autour de moi et de l'officier. Ils ont vu la scène, moi, l'officier et une douzaine d'inconnus qui nous observaient. Les jérémiades de mon père se sont éteintes dans sa bouche. Il s'est figé, les yeux écarquillés en découvrant l'homme en uniforme debout devant moi. Lily, qui regardait son téléphone, s'est arrêtée net, son visage parfaitement maquillé figé dans l'incompréhension. La main de Suzanne s'est portée à ses perles, un geste de pur choc. Mon cœur martelait ma poitrine. C'était comme un tambour battant contre mes côtes, un rythme sauvage qui menaçait de faire trembler tout mon corps. Mais à l'extérieur, j'étais parfaitement immobile. Des années passées à cacher mes émotions, à présenter un visage serein face à leur tempête, était devenu une sorte de super pouvoir. J'ai regardé l'officier, mon expression indéchiffrable. Je lui ai adressé un petit sourire poli. Un timing parfait, dis-je doucement, ma voix étant à peine un murmure, et pourtant elle semblait résonner dans le silence soudain. Je commençais à être fatigué de rester debout. L'officier a hoché la tête à nouveau, son professionnalisme inébranlable. Il ne semblait pas remarquer la scène qui se jouait autour de nous. Il était concentré uniquement sur moi, sa cliente. Il désigna d'une main gantée une série de grandes portes vitrées sans inscription à l'extrémité du hall, à l'écart de toutes les portes numérotées. « Si vous voulez bien me suivre, mademoiselle Carter, une voiture vous attend pour vous conduire au terminal d'affaires. » J'ai hoché la tête, merci. J'ai ajusté la bretelle de mon sac à dos sur mon épaule et j'ai commencé à marcher. Pour atteindre ces portes vitrées, je devais passer directement devant ma famille. Ils se tenaient là comme des statues, figés par l'incrédulité. Alors que je me déplaçais, le temps semblait ralentir. J'entendais le léger bruit de mes bottes sur le sol poli. Je sentais le regard de tous les inconnus posés sur moi. Ce n'étaient plus des regards de pitié. C'étaient des regards d'admiration, de curiosité, de stupeur. Je gardais le menton haut. Je ne regardais pas ma famille en m'approchant, mais je sentais leur silence stupéfait. Il était plus puissant que toutes leurs insultes, leurs moqueries, leurs rires, leurs railleries. Tout cela semblait s'être produit il y a une éternité, pour une autre personne. Ils avaient passé toute la matinée à essayer de me faire sentir petite et insignifiante. Et voilà que cet homme en uniforme arrivait et, en quelques mots simples, leur montrait que mon monde était mais plus grand qu'ils n'auraient jamais pu l'imaginer. Le pouvoir ne venait pas de mes cris ou de mes révoltes. Il venait de la vérité tranquille et indéniable de ma réalité au moment où je me trouvais à leur hauteur. Lily retrouva enfin sa voix, mais ce n'était plus le ton confiant et moqueur qu'elle avait utilisé plus tôt. C'était un murmure tremblant et confus. « Emma. » Je ne me suis pas arrêté. Je ne l'ai pas regardé. J'ai continué à marcher vers ces portes vitrées, vers la voiture, vers mon jet, vers ma vie. Cette marche ne faisait qu'une cinquantaine de pieds, mais elle m'a semblé être le voyage le plus long et le plus important que j'ai jamais entrepris.
Chaque pas était un pas de plus loin de la fille qu'ils croyaient que j'étais, et un pas de plus vers la femme que j'étais devenue. Alors que je passais devant eux, la barrière invisible qui m'avait séparé de ma famille toute la matinée a fini par voler en éclats. Ils n'étaient plus dans un autre monde, à me regarder de haut. Ils se tenaient sur le même sol. Mais soudain, celui-ci penchait en ma faveur. Quand la voix de Lily s'est fait entendre à nouveau, elle était faible et chevrotante. C'était la voix de quelqu'un dont toute la perception du monde venait d'être brisée. Son jet, bégaya-t-elle, me regardant moi puis l'officier, qui marchait désormais à une distance respectueuse derrière moi. L'officier, sans ralentir le pas, répondit sur ce même ton professionnel et factuel. Il ne s'adressa pas à elle directement, mais répondit à la question comme s'il s'agissait d'une simple demande de renseignement. Oui, madame. Mademoiselle Carter en est la propriétaire. Le silence. Un silence profond et lourd qui engloutit tous les autres bruits du terminal. Si la tasse de café de mon père percutant le sol avait été le son de son monde qui se fissurait, cela était le son de son monde qui tombait en poussière. J'ai jeté un rapide coup d'œil vers eux. J'ai vu leurs visages dépouillés de toute leur arrogance passée. Les ricanements, les sourires condescendants, les regards de pitié, tout avait disparu. À leur place se lisait une incrédulité brute et sans filtre. Lily était pâle, la bouche entr'ouverte. Suzanne semblait avoir vu un fantôme, son assurance soigneusement construite s'étant complètement effondrée. Mais c'est l'expression de mon père que je n'oublierai jamais. Son visage était un mélange de confusion, de choc et d'autres choses que je ne parvenais pas tout à fait à identifier. C'était peut-être de la peur. L'homme qui avait toujours tout contrôlé, le patriarche qui décidait du destin de sa famille, semblait totalement perdu. Sa voix, lorsqu'il prit enfin la parole, était fêlée et faible. C'était une voix que je ne lui avais jamais connue. Emma, qu'est-ce que c'est que ça? Je me suis enfin arrêté. J'étais à quelques mètres des portes vitrées. Je me suis tourné pour lui faire face. La blessure était toujours là, ancrée au plus profond de moi, mais elle était éclipsée par une force calme et tranquille. Je n'avais pas besoin de hausser le ton. Je n'avais pas besoin d'énumérer mes réussites. La scène qui nous entourait parlait d'elle-même. Je lui ai adressé un léger sourire. Il n'était ni triomphant ni suffisant. Il était triste, d'une certaine manière. Un sourire triste pour tout ce que nous avions perdu, pour tout ce qu'il avait rejeté. Tu avais raison, papa, dis-je d'une voix douce mais claire. Je ne peux pas me payer la classe économique. J'ai fait une pause, laissant les mots faire leur effet. Puis j'ai ajouté, c'est trop petit pour moi maintenant. Un léger murmure parcourut la foule de spectateurs. Quelques personnes avaient sorti leur téléphone, filmant discrètement. L'histoire était tout belle pour y résister, le drame familial, le retournement de situation inattendu, la victoire soudaine de l'exclu. J'étais devenu le personnage principal d'une pièce de théâtre public. Mon père fit un demi-pas en avant, la main légèrement levée comme pour m'arrêter. Emma, attends. Nous devons parler. Il n'y a rien à dire, répondis-je, le calme de ma voix restant inébranlable. Mon vol est prêt. Lily sortit enfin de sa stupeur, son choc faisant place à une vague de jalousie rageuse qui lui était familière. Tu mens, siffla-t-elle, bien que sa voix manque de conviction réelle. C'est un coup monté. Tu l'as engagé, n'est-ce pas, pour nous embarrasser? L'idée était si absurde, si typique de sa façon de penser que j'ai failli rire. Elle ne pouvait pas imaginer un monde où j'aurais réellement réussi. Sa seule grille de lecture était celle de la tromperie et de la manipulation. L'officier s'avança légèrement. Madame, je peux vous assurer qu'il ne s'agit d'aucun coup monté. Je am capitaine Reynolds et je pilote pour la flotte d'affaires de Carter System. Il prononça le nom de mon entreprise, Carter System, et je vis une nouvelle vague de choc frapper mon père. Il connaissait ce nom. Il faisait parler de lui dans le monde des affaires depuis 1 an. Il avait probablement lu des articles à son sujet dans le Wall Street Journal. Seulement, jamais il n'aurait imaginé l'associer à moi. Je leur ai jeté un dernier regard. Je ne les voyais pas comme les monstres qui m'avaient tourmenté, mais tels qu'ils étaient à cet instant, petits, perdus et impuissants. Leur monde s'était construit sur des fondations de supériorité. Et ces fondations venaient de s'effondrer. Je leur ai tourné le dos pour la dernière fois et j'ai marché vers les portes vitrées. Elles s'ouvrirent automatiquement à mon approche,
et une vague de lumière vive se déversa sur le sol poli. C'était comme sortir d'une pièce sombre pour entrer dans le jour. Une berline noire et élégante était garée juste dehors sur le tarmac, son moteur tournant silencieusement. Un chauffeur en costume noir tenait la portière arrière ouverte pour moi. Au-delà de la voiture, je pouvais le voir, mon jet. C'était un magnifique Gulfstream, sa cellule blanche scintillant sous le soleil du matin. C'était le symbole de tout ce que j'avais construit, de tout ce que j'avais mérité par le silence et le travail acharné. Je suis monté dans la voiture sans un regard en arrière. La portière s'est refermée dans un bruit sourd et feutré, étouffant le bruit du terminal, effaçant la vue de ma famille, effaçant le passé. Alors que la voiture s'éloignait, j'ai regardé par la fenêtre. Mon père, Suzanne et Lily se tenaient toujours là, leurs silhouettes se découpant sur les lumières du terminal, me regardant partir. Ils ressemblaient à des statues dans un musée, reliques d'une vie que je ne vivais plus. L'intérieur de la voiture était silencieux et frais. Il y régnait une odeur de cuir ciré et d'air pur. Le chaos du terminal s'est estompé pour devenir un lointain souvenir, remplacé par un profond sentiment de paix. À travers les vitres teintées, le monde extérieur semblait lointain et feutré. En traversant le tarmac, nous sommes passés devant l'avion de ligne commerciale dans lequel se trouvait ma famille. Il semblait grand et pâteau sous cet angle, un géant lourd enchaîné aux règles du monde public. Puis nous l'avons dépassé, nous dirigeant vers une zone plus privée et exclusive de l'aéroport. Le jet était encore plus impressionnant de près. Ces lignes étaient profilées et puissantes, un témoignage d'ingénierie et de design. C'était une machine conçue pour défier la gravité, pour s'élever au-dessus du monde. Le capitaine Reynolds m'attendait au bas de la passerelle, son expression toujours aussi professionnelle. « Bienvenue à bord, mademoiselle Carter », dit-il avec un signe de tête respectueux. Je suis monté à bord et suis entré dans la cabine. L'intérieur était sobre et élégant, des sièges en cuir souple de couleur crème, des panneaux de bois sombre polis et de subtiles finitions en métal brossé. La lumière était douce et l'air immobile. C'était mon espace, un espace que j'avais créé, un sanctuaire que j'avais mérité. C'était l'opposé absolu de la zone d'embarquement bondée et bruyante où j'avais été humilié peu de temps auparavant. Je me suis installé dans l'un des grands fauteuils confortables près d'une fenêtre et j'ai posé mon sac à dos usé sur le siège en face de moi. Il semblait hors de place dans un environnement aussi luxueux, mais pour moi, c'était le bagage le plus important de l'avion. C'était mon rappel. Le capitaine Reynolds entra dans la cabine après un dernier mot à l'équipe au sol. « Nous sommes autorisés à décoller dès que vous le souhaitez, mademoiselle Carter. Destination New York. » « Allons-y, capitaine, dis-je. » Ma voix était calme, mais à l'intérieur, un sentiment nouveau prenait racine. Ce n'était pas de la vengeance. C'était quelque chose de plus propre, de plus pur. C'est une transition, ajoutai-je. J'ai un sommet à présider. Il hocha la tête et disparut dans le cockpit. Quelques instants plus tard, j'ai ressenti le léger grondement du moteur qui démarrait. Le jet commença à bouger, roulant doucement vers la piste. Nous n'avons pas eu à attendre dans une longue file d'avions. Nous avons obtenu une autorisation immédiate. Au fur et à mesure de notre ascension, le monde en bas s'est rétréci. L'aéroport, la ville, tout cela est devenu une carte de minuscules lumières et formes. J'ai regardé l'appareil monter de plus en plus haut, traversant une fine couche de nuages pour entrer dans le bleu éclatant et infini du ciel. Ici, à 30 000 pieds, le monde semblait différent. Les problèmes au sol paraissaient dérisoires. J'ai posé ma tête contre le cuir souple et j'ai fermé les yeux, me laissant bercer par le ronronnement tranquille des moteurs. Mes pensées sont revenues au gala, à la célébration familiale de New York. L'ironie était presque trop parfaite. Lorsque l'assistante de mon père m'avait envoyé l'invitation abrupte, j'avais été sur le point de la supprimer. Assister à un autre événement où je serais traité comme une paria était la dernière chose que je souhaitais faire. Mais j'ai alors vu le nom de l'événement, le sommet mondial de la technologie et de l'innovation. J'avais éclaté de rire dans mon petit appartement en le lisant. L'entreprise de mon père, Carter Logistique, y tenait un stand chaque année. Ils en étaient un sponsor mineur, un petit poisson de l'ancien monde dans un immense bassin du nouveau monde. Ils s'y rendaient pour faire du réseautage, pour essayer de rester pertinent dans un monde qui les dépassait rapidement. Ce que mon père ignorait, ce que personne dans ma famille ne savait, c'était que le principal sponsor du sommet cette année était mon entreprise, Carter Systems.
La décision de parrainer l'événement avait été purement stratégique. C'était la conférence technologique la plus importante de l'année, l'endroit idéal pour annoncer notre nouvelle expansion mondiale. Je travaillais sur ce contrat de parrainage depuis des mois. Le fait que mon père et sa nouvelle famille s'y trouvent était une coïncidence, un étrange coup du destin. Mais en recevant cette invitation, un nouveau plan avait commencé à se dessiner dans mon esprit. Ce n'était pas un plan de vengeance. Pas au début. C'était un plan de réappropriation. Pendant des années, ils avaient écrit mon histoire. Ils m'avaient dépeinte comme un échec, une déception. C'était ma chance de raconter l'histoire moi-même, de leur montrer, ainsi qu'au monde, qui j'étais devenu, non pas avec des mots de colère, mais avec une réussite incontestable. Je serais la conférencière principale lors du dîner de gala. Mon visage figurait sur le programme, mon nom inscrit en tant que PDG de Carter System. Mais mon père ne lirait pas le programme. Il ne s'encombrait jamais de détails de ce genre. Il se présenterait en s'attendant à être un simple invité et il découvrirait qu'il était chez moi. Ce projet était resté abstrait, une date lointaine sur mon calendrier. Mais à présent, volant au-dessus de la terre dans mon propre jet, il devenait réalité. La scène de l'aéroport n'avait été que le prélude. L'événement principal avait lieu ce soir. Une hôtesse de l'air est apparue silencieusement à mes côtés. « Puis-je vous proposer quelque chose, mademoiselle Carter ? Du champagne ? Du café ?» J'ai pensé à Lily qui se moquait de moi au sujet du champagne de première classe. « Juste de l'eau, s'il vous plaît. » Merci. Elle est revenue un instant plus tard avec un verre d'eau pétillante sur un petit plateau d'argent. Je l'ai pris et j'ai regardé par la fenêtre. Bien plus bas, j'ai aperçu un autre avion, un minuscule point d'argent, se déplaçant beaucoup plus lentement dans le ciel. C'était probablement leur vol. Ils étaient assis dans leur siège de première classe, se sentant supérieurs, ignorant totalement que je planais des milles au-dessus d'eux, au sens propre comme au sens figuré. J'ai pensé à mon père. J'ai repensé à l'expression de son visage, le choc, la confusion. Pour la première fois, il me voyait comme une personne distincte de lui, une entité inconnue qu'il ne pouvait contrôler. C'était un homme qui comprenait le monde à travers le pouvoir et l'argent. Il m'avait retiré les deux, pensant que ce serait la fin de mon histoire. Il ne pouvait concevoir que j'étais allé chercher la mienne. En réalité, je lui devais quelque chose. Non pas de la gratitude, mais quelque chose de proche. Sa trahison avait été le catalyseur de ma nouvelle vie. En me rejetant, il m'avait forcé à apprendre à voler de mes propres ailes. La cruauté de Suzanne avait alimenté mon ambition. Les moqueries de Lily avaient forgé ma résolution. Ils pensaient m'enterrer, mais ils ne se rendaient pas compte qu'ils avaient planté une graine. Le vol pour New York fut court. Alors que nous amorcions notre descente, j'ai regardé la métropole tentaculaire, une ville de possibilités infinies, une ville où les fortunes se faisaient et se défaisaient. J'avais perdu une vie, et j'étais venu ici pour en revendiquer une autre. Ce soir, dans une salle de bal remplie des personnes les plus influentes de mon secteur d'activité, je monterais sur scène. Ma famille serait dans le public, et pour la première fois, ils seraient contraints d'écouter ma voix. Cette révélation ne consistait pas seulement à leur faire voir mon jet. Il s'agissait de leur faire voir qui j'étais, la vraie moi, et c'était une vérité qui les frapperait plus durement que n'importe quelle réussite financière. La grande salle de bal de l'hôtel était à couper le souffle. Des lustres croulant sous les cristaux diffusaient une lumière dorée et chaleureuse sur des centaines d'invités en smoking et robes de soirée. L'air vibrait du murmure sourd des conversations, du tintement des coupes de champagne et de la douce mélodie d'un quatuor à cordes jouant dans un coin. C'était une pièce qui respirait le pouvoir, la richesse et l'influence. Je me tenais sur un balcon privé surplombant la salle principale, à l'abri des regards. Je m'étais présenté tôt, empruntant une entrée privée pour éviter d'être vu. De mon poste d'observation, je pouvais tout voir. J'observais les leaders du monde technologique échanger et réseauter. Je voyais des PDG d'entreprises de plusieurs milliards de dollars, des innovateurs brillants et des investisseurs avisés. C'était mon monde désormais. C'étaient mes pairs. Puis je les ai vus. Mon père, Suzanne et Lily sont entrés dans la salle de bal comme s'ils possédaient les lieux. Mon père portait son plus beau smoking, l'air important. Suzanne portait une robe argentée scintillante, ses perles ayant été remplacées par un collier de diamants. Lily était vêtue d'une robe rouge vif,
visiblement conçu pour attirer l'attention. Il balayait la pièce du regard, cherchant des connaissances, prêt à jouer le rôle de membre de l'élite. Je les ai observés pendant un moment, un étrange sentiment de détachement m'envahissant. Ils ont trouvé une petite table près du fond, la place qui leur avait été attribuée. Ce n'était pas un emplacement de choix. C'était le genre de table réservée aux sponsors mineurs. J'ai vu le visage de mon père se crisper d'une lueur d'agacement en découvrant le numéro de la table. Il avait l'habitude d'être au centre de la pièce. Il n'avait aucune idée que je les observais. Il n'avait aucune idée que j'étais là. Je me demandais ce qu'ils s'étaient dit pendant leur vol après la scène de l'aéroport. S'étaient-ils convaincus qu'il s'agissait d'un malentendu, d'un coup de chance? Lily avait-elle décrété que j'avais loué le jet pour monter un canular élaboré? Leurs esprits avaient dû se démener pour trouver une explication qui préserve leur monde intact, un monde où j'étais toujours l'échec dont ils avaient besoin que je sois. Mon assistante, une jeune femme vive nommée Clara, est apparue silencieusement à mes côtés. C'est dans 5 minutes, mademoiselle Carter. Êtes-vous prête? J'ai pris une profonde inspiration. Oui, Clara, je suis prête. J'ai passé les minutes suivantes en coulisses, relisant les notes de mon discours une dernière fois. Mais les mots sur la page importaient moins que le sentiment dans mon cœur. Ce discours ne concernait pas seulement l'expansion de mon entreprise. Il concernait la mienne. Enfin, le maître de cérémonie, un journaliste technologique renommé, s'est avancé vers le pupitre sur scène. Les lumières de la salle de bal se sont tamisées et un silence s'est fait dans la foule. « Bonsoir à tous », dit-il, sa voix résonnant à travers la sonorisation. C'est un grand honneur pour moi de vous présenter notre conférencière principale pour ce soir. Il s'agit d'une personne dont le travail révolutionne en silence la colonne vertébrale de notre monde numérique. L'entreprise qu'elle a bâtie à partir de rien est devenue l'une des forces les plus vitales et les plus puissantes de la technologie mondiale. J'observais ma famille depuis les coulisses de la scène. Ils écoutaient poliment, se demandant probablement quel célèbre milliardaire de la tech allait apparaître. L'animateur poursuivit, « Ce soir, nous avons l'honneur de la recevoir pour partager sa vision de l'avenir. Je vous demande d'accueillir chaleureusement la fondatrice et PDG de notre sponsor principal, Carter System, mademoiselle Emma Carter. » Le nom frappa la pièce comme une onde de choc. J'ai vu la tête de mon père se redresser d'un coup. Il s'est figé, sa coupe de champagne à mi-chemin de ses lèvres. Il a regardé autour de lui d'un air égaré, comme s'il s'attendait à voir quelqu'un d'autre entrer en scène. La bouche de Lily s'est ouverte, son visage devenant complètement blême sous son maquillage. Elle donnait l'impression d'avoir vu un fantôme. Suzanne fixait simplement la scène, les yeux écarquillés par un mélange d'horreur et d'incrédulité. Des applaudissements ont commencé à crépiter dans la salle de bal. Les personnes présentes dans cette pièce connaissaient Carter System. Ils connaissaient sa réputation. Ils applaudissaient mon succès. Je suis sorti des coulisses pour entrer dans la lumière des projecteurs. Je portais une robe bleu marine simple et élégante. Je n'avais pas besoin de paillettes ou de diamants. Ma seule présence suffisait. Je me suis avancé calmement vers le pupitre, tandis que le bruit des applaudissements m'enveloppait. J'ai balayé du regard la mer de visage, puis mes yeux ont trouvé la table de ma famille. J'ai croisé le regard de mon père. À cet instant, j'ai tout lu sur son visage, la prise de conscience progressive, l'effondrement de son déni, la terrible et indéniable vérité. La fille qu'il avait écartée, la fille qu'il avait rejetée, était la puissante PDG honorée sur cette scène. Lorsque les applaudissements se sont tus, j'ai commencé à parler. Ma voix était ferme et claire. « Bonsoir, commençai-je. C'est un honneur d'être parmi vous ce soir. J'ai d'abord parlé de technologie, de chaînes d'approvisionnement, de l'avenir des données. J'ai exposé la vision de mon entreprise, nos plans d'innovation. Le public était captivé. Je sentais leur énergie, leur respect. Puis j'ai changé de ton. J'ai rendu mon propos personnel. Il y a 2 ans, dis-je, ma voix devenant plus douce, mais plus intimiste, on m'a dit que j'étais de trop. On m'a dit que mes idées n'avaient pas d'importance. On m'a dit que je n'avais pas ma place dans une pièce comme celle-ci. Je ne regardais pas ma famille, mais je sentais leur regard me brûler. Le reste de l'assistance s'est penché en avant, pressentant une histoire. Quand vous perdez tout ce que vous pensiez être censé être, poursuivis-je, vous avez 2 choix. Vous pouvez laisser cela vous briser,
ou vous pouvez laisser cela vous construire. Vous pouvez prendre les pierres que l'on vous jette et vous en servir pour poser de nouvelles fondations. J'ai fait une pause, laissant les mots faire leur effet. Ce soir, je me tiens devant vous non pas comme une victime de mon passé, mais comme l'architecte de mon avenir. Mon entreprise, Carter System, s'est construite sur une idée simple, le monde change constamment. Les anciennes méthodes ne suffisent plus. Il faut être prêt à détruire ce qui ne fonctionne pas pour construire quelque chose de plus fort. J'ai enfin laissé mon regard dériver vers la table de mon père. Son visage était livide. Il avait laissé tomber sa coupe de champagne, et le liquide doré formait maintenant une tache sombre sur la nappe blanche. Je l'ai regardé droit dans les yeux, mais mes mots s'adressaient à toute l'assistance. Certaines familles vous donnent des ailes pour vous aider à voler, dis-je doucement dans le micro. D'autres vous donnent du vent, une tempête qui vous pousse hors du nid et vous force à voler par vos propres moyens. Dans tous les cas, vous apprenez à voler. Un murmure s'est élevé, puis une vague d'applaudissements a commencé à enfler. Les gens se levaient. Ils n'applaudissaient pas seulement une PDG accomplie. Ils applaudissaient une survivante. Ils applaudissaient une histoire de résilience qui résonnait en chacun d'eux. Lorsque la salle de bal entière fut debout, j'ai souri. Ce n'était pas un sourire de vengeance. Ce n'était pas un sourire de suffisance. C'était un sourire de libération, un sourire de paix. Je ne les avais pas détruits. Je les avais simplement dépassés. Je n'avais pas exposé leur cruauté à des fins de punition, mais pour ma propre libération. J'avais enfin raconté ma propre histoire. Et ce faisant, j'avais réapproprié mon nom. Cette nuit-là n'était pas celle de leur humiliation. C'était celle de ma transition. Plus tard dans la nuit, bien après que les applaudissements se soient éteints et que la salle de bal se soit vidée, je me tenais près de la baie vitrée de ma suite d'hôtel. La ville de New York scintillait sous mes pieds, un tapis de lumière et d'histoire. Sur la piste lointaine d'un aérodrome privé, je pouvais apercevoir mon jet, une silhouette profilée brillant sous les projecteurs de l'aéroport, m'attendant pour m'emmener vers ma prochaine destination. J'ai regardé mon reflet dans la vitre. La femme qui me faisait face était différente de celle qui se tenait dans l'aéroport ce matin-là, se préparant à l'humiliation. Ses épaules étaient détendues. Ses yeux étaient calmes et sereins. Elle était libre. Le poids de leur jugement, un fardeau que j'avais porté pendant des années, avait enfin disparu. Si vous avez déjà été moqué, ignoré ou sous-estimé par les personnes même qui étaient censées vous construire, vous savez que les blessures les plus profondes sont celles que personne ne peut voir. Vous menez des combats silencieux chaque jour en essayant de prouver votre valeur à des gens qui ont déjà décidé que vous n'en aviez aucune. J'ai regardé l'objectif, dans vos yeux. Si vous avez déjà été moqué par ceux qui doutaient de vous, dis-je, ma voix étant douce mais forte, ne discutez pas. Ne vous battez pas. N'essayez pas de les convaincre. Élevez-vous, tout simplement. Élevez-vous si haut qu'ils ne pourront plus vous voir. Laissez votre succès parler. Laissez votre paix avoir le dernier mot. Un léger sourire sincère s'est dessiné sur mes lèvres. C'était un sourire de contentement, celui d'une bataille remportée non pas en combattant, mais en bâtissant. Cliquez sur j'aime si vous avez déjà été sous-estimé, et abonnez-vous si vous croyez que le succès est la vengeance la plus tranquille et la plus puissante qui soit.